donc c'était ce week-end, donc c'était samedi et dimanche si je ne me trompe pas, organisé par l'UJFP, l'Union juive française pour la paix et Tzedek, le collectif Tzedek. Le colloque s'intitulait « Penser le fait génocidaire », donc ça c'est intéressant déjà hein, par rapport à l'actualité. Histoire, mémoire et actualité, ça fait beaucoup, mais il y avait un gros programme, donc vous allez peut-être revenir dessus. Et c'est à l'occasion des 80 ans de la libération d'Auschwitz. Alors moi je vous posais la question, quel était l'objectif de ce colloque, puisqu'il y a beaucoup de commémorations en France, institutionnelles, dans plusieurs milieux. En quoi votre commémoration à vous se démarque-t-elle et pourquoi est-ce que vous avez trouvé que c'était important de l'organiser? Déjà, les sionistes nous coupent la parole. Oui. Non, mais tu as raison. L'héritage de l'Holocauste, enfin, si on prend ce terme-là, ou de judéocide, mais judéocide, ça nous embête parce qu'il y a les Roms, il y a eu d'autres. On dit génocide des Juifs, quoi. Oui, non, mais il n'y a pas que les Juifs qui ont été génocidés. Bon. Non, mais là, en l'occurrence. Oui. Et donc, ça appartient à tous les Juifs, et ça n'appartient pas qu'aux sionistes. Et c'était un des points de départ de notre idée de faire un événement, et on voulait que ce soit un événement avec des universitaires pour que les sionistes justement n'aient pas prise à contre-argumenter, mais malheureusement nous avons quand même eu Nous Vivrons qui est venu pour essayer d'empêcher ce colloque samedi matin. Ce qui nous a animés dans l'organisation de ce colloque, c'est le constat que la mémoire de la Shoah a beaucoup été construite depuis 80 ans pour en faire une espèce d'événement séparé de l'histoire, hors de l'histoire, un paroxysme incompréhensible, indicible, inexprimable, etc. Et nous, ce qui nous a semblé important de rappeler, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de faire un colloque, donc avec des interventions de chercheurs, d'universitaires, de spécialistes de différentes disciplines, c'est de montrer que la Shoah s'inscrit dans des dynamiques plus larges, notamment celle du racisme, du colonialisme et de la suprématie blanche. Et c'est pour ça qu'on tenait donc à parler de la Shoah dans ses spécificités, donc le génocide des Juifs, le génocide des Roms, mais aussi de faire le lien avec d'autres génocides, d'autres crimes de la suprématie blanche, donc les génocides coloniaux qui ont visé les Amérindiens par exemple, les génocides des Herero en Namibie, les Arméniens, les Tutsis au Rwanda ou encore la Bosnie pendant la guerre de Yougoslavie. C'était vraiment cette idée-là qui nous a animés. Oui, pour dire encore la même chose d'une autre manière, mais en fait, vu la nature, les invités, etc., des commémorations officielles, on se retrouve régulièrement en fait dépossédé de notre propre histoire et de la mémoire de nos morts. Et pour nous, c'est hyper dur aussi de pas pouvoir avoir ces temps de partage, de communion, de rite aussi. Et donc on voulait faire un événement qu'on avait à créer de toutes pièces, ce qui a fait que ça a conditionné une partie des choix qu'on donnait ça. Et donc pour nous, c'était une très bonne manière de commémorer nos morts et l'ensemble des morts des génocides. Et après, d'une certaine manière, on a construit avec nos invités et grâce aussi à PDH qu'on a assuré la capture et qu'on remercie encore, on a construit notre sorte de mémorial de mots et de pensées pour toutes nos victimes et nos aïeux, etc. Et après, un événement mémoriel, que ça soit le nôtre ou les autres, c'est toujours un événement d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on fait un événement mémoriel. Et donc, comment pouvoir parler du génocide qui a frappé les Juifs et les Tziganes en faisant l'impasse
sur ce qui se passe aujourd'hui et qui en plus, alors ça faisait un nœud de complexité qu'il fallait traiter de manière un peu fine. Je crois qu'on a réussi, moi je suis vraiment heureux de ce qu'on a réussi à faire, ce qui en plus est aujourd'hui instrumentalisé pour en justifier un autre. Et donc il y avait cette difficulté de faire sa place à tout ça en l'articulant de manière respectueuse de chacun des moments de cette réflexion. C'est-à-dire, il y a eu un génocide des Juifs et des Tziganes qu'il fallait resituer dans sa spécificité et dans son lien au reste. Et il y a une actualité qu'il faut penser, et il y a une utilisation du premier pour le deuxième, etc. Et je crois qu'on a essayé de faire tout ça d'une manière très digne, et en tout cas, moi, je suis très fier de cet événement. Oui, je rajouterais que pour nous, commémorer la libération d'Auschwitz, c'est refuser de se laisser nous-mêmes instrumentaliser, en fait, là. C'était contre cette instrumentalisation, justement, par les sionistes. C'est pour ça que je suis partie mis en tête. Mais c'est ça que ça veut dire. On refuse de démentir un génocide, le génocide à Gaza, en commémorant un autre génocide. En fait, pour nous, voilà, c'était ça qu'on a fait. Hein. Et c'était l'un des buts de notre travail. Il y a une question dans le chat, quelqu'un qui dit « Je ne comprends pas la Shoah en tant que génocide incomparable par rapport aux autres génocides ». Ça, c'est toujours une question qui revient tout le temps. Est-ce qu'on peut comparer les génocides entre eux? Est-ce qu'on ne peut pas les comparer? Parce qu'en même temps, chaque fait a son individualité dans l'histoire. Et en même temps, forcément, qu'on va trouver des points de comparaison, puisqu'il y a l'appellation génocide de toute façon. C'est une notion en droit, c'est une notion en histoire. Donc forcément, on va avoir des points de croisement et de comparaison. Dans notre table ronde, sur justement le fait génocidaire, on a bien dit que chaque génocide est à la fois des points communs et est une singularité. Donc c'est pas le mot incomparable, c'est des singularités, il n'y a pas à comparer. Je sais pas si... Oui, tout à fait. Quand j'ai utilisé le mot incomparable, c'était pour désigner la manière dont la mémoire officielle, d'une certaine manière, s'est constituée autour de cet objet de la Shoah, qui est l'un des rares génocides à avoir un nom spécifique. D'ailleurs, on a eu une très très belle intervention des participants à notre colloque sur justement la question de comment nommer la Shoah, vraiment Shoah ou Choben. Je prononce mal le yiddish, donc j'ai un peu peur de me faire reprendre par Béatrice là-dessus, mais vraiment c'était une intervention très forte qui grâce à PDH a été captée. Je me rappelle tout le temps. C'est très gentil. Hein. Moi j'ai envie d'être réinvité et puis surtout... Moi je soupçonne Elie d'être un peu provocateur, parce que comme voilà, j'allais dire notre complicité entre PDH et Tzedek, elle est tellement décriée que je pense qu'il a un petit côté taquin. Non mais je vois le chat qui parle de son de gauche. Moi j'ai vu un commentaire YouTube sous les vidéos de PDH qui disait on a trop normalisé le fait d'avoir un son de droite dans de tels événements. Donc vraiment c'était important que la qualité du programme qu'on a proposé, et franchement on en est tous fiers de ce succès, parce que au-delà même du programme, les salles étaient blindées les 2 jours, il y avait 350 personnes, voilà, vraiment salle pleine à craquer, que c'est pu être capté dans de bonnes conditions, c'est important aussi pour nous pour faire date. Notre titre qu'on a choisi par rapport à la question de la comparaison, pas comparer et tout, enfin, c'est un truc qui tourne en boucle sans arrêt là-dessus, c'est penser. Voilà. Et dans la pensée, il y a la comparaison. Et comparer, ça ne veut pas dire aplatir l'un sur l'autre. Ça, comparer, c'est aussi distinguer, c'est aussi voir ce qu'il y a en commun et tout. Et tu disais, la notion de génocide, c'est un nom commun, on l'a rappelé. Je dirais même, souvent on croit que le génocide, la notion, elle a été forgée pour décrire le génocide des Juifs par les nazis. C'est pas le cas. Raphaël Lemkin, qui est un juriste juif polonais, il était préoccupé avant le génocide des Juifs par d'autres meurtres en masse, comme on disait à l'époque. Ouais. Il avait été frappé par le génocide des Arméniens, on disait pas génocide, etc. Il appelait ça barbarie à ce moment-là. Et dans les années 40, il a forgé ce terme. Mais il forgeait ce terme pour des trucs qui avaient eu lieu avant, pour l'événement qui était en train de se passer. Ça avait une fonction d'alerte aussi, comme nous, quand on a alerté sur le génocide en Palestine, ça avait une fonction juridique et politique, mais ça avait une fonction avant tout d'alerte de l'opinion publique, etc. Et même quand il parle des génocides en cours dans les années 40, il parle aussi, ce qu'on oublie aujourd'hui, de la politique que les nazis appelaient de germanisation des États et des populations slaves, de la Pologne, etc. Lui, il était en plus un peu nationaliste polonais, donc il était aussi touché par la destruction de la nation polonaise que par la destruction des Juifs et Juifs d'Europe.
Mais parce que c'est aussi l'une des choses qui a été rappelée au cours de ce colloque, quand je parlais tout à l'heure de réinscrire la Shoah dans l'histoire du colonialisme, c'est que le projet nazi était aussi un projet colonial de l'Europe de l'Est, avec la constitution d'un espace vital ou d'un biotope, exactement. Et comme le disait Olivier à l'instant, ce projet donc prévoyait la destruction de tous les Juifs et de tous les Roms, mais aussi le déplacement forcé des Slaves, et je crois les plans prévoyaient la mort de 30 millions de personnes dans le cadre de la réalisation de ce projet. Donc, et puis il y a évidemment le discours fondateur de Césaire sur le colonialisme qui rappelle que la Shoah a aussi constitué une forme de transposition des techniques coloniales sur l'espace européen et à des populations européennes. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'on a essayé de penser. C'est bien ressorti du colloque que tous les génocides ont des points communs. Donc il y a la singularité de chacun d'eux, mais il y a aussi des points communs, c'est le colonialisme, c'est la déshumanisation qui est liée au colonialisme et le fait et l'éducation. Que les personnes qui vont commettre le génocide aient été enseignées à déshumaniser l'autre. Oui, bien sûr. Pour génocider, il faut d'abord déshumaniser. Et c'est l'entreprise qu'on voit tout à fait en Palestine. Alors, la chose sur laquelle je voulais revenir, c'est cette hiérarchie qui a été établie. Alors, évidemment, c'est pas le fait des victimes, mais en Occident, on a établi une hiérarchie. Et puis d'abord, il y a d'abord la qualification de génocide. Pour quelqu'un qui est massacré, que son massacre fasse partie d'un génocide ou pas, peu importe. Et pour lui, c'est la plus grande des souffrances. Même si effectivement ça n'atteint pas des niveaux. C'est pour ça que des gens avaient à un moment récusé le terme de génocide. Je parlais de camarades justement qui avaient récusé le terme de génocide et qui préféraient utiliser. Non, je parle de comment ? De manière générale. Parce qu'il y a une hiérarchie, c'est ça ? Oui, parce que certains n'entraient pas dans la catégorie noble des génocides et donc leur massacre. Alors je pense à IJAN par exemple, International Jewish Anti-Zionist Network, qui sont des camarades aussi, qui étaient très proches. Eux préféraient parler massacre de masse. Mais on voit bien que l'idée est là. Et puis d'autant plus qu'il y a des génocides qui sont complètement inconnus. Les Héros, on connaît encore un petit peu, mais les Tasmaniens, c'est un peuple qui a été entièrement décimé. Les Tasmaniens ont été entièrement. Il n'y a plus de Tasmaniens aujourd'hui au monde. Et la dernière des Tasmaniennes est morte dans les années 20. Elle était bonne et elle avait le sentiment d'être la dernière de son peuple. Qu'est-ce que ça peut faire d'être le... Bon, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, c'est très important, à mon avis, ce colloque sur le génocide. J'ai participé à la deuxième journée. C'était vraiment formidable, surtout les liens qui ont été faits, surtout avec l'islamophobie, par exemple, avec d'autres. Et il faut absolument remercier nos camarades d'avoir fait cela, parce que ça, c'est vrai que d'une certaine façon, c'est ce qu'on appelle le philosémitisme d'État, qui est une forme d'antisémitisme, de mettre à part la catégorie du génocide des Juifs, et puis de façon à le singulariser et à l'isoler. Et ce colloque est formidable en ce sens qu'il historise, vous l'avez dit, qu'il historise, qu'il réinsère ces génocides. Le génocide est dissible, malheureusement, c'est humain. C'est pas une force inhumaine qui est venue de l'espace, ce sont des êtres humains qui ont fait cela. Et c'est pour ça que c'était très important d'historiciser et de remettre ça dans le contexte. Ce sont des êtres humains avec une éducation, et tu l'as très bien dit. Alors, la définition du génocide, vous savez, en France et aux États-Unis, diverge complètement au niveau du droit international. Et ça a donné lieu d'ailleurs à un moment, il y a quelques années, à un débat, on va dire un débat un petit peu houleux entre Enzo Traverso et puis un camarade à nous, Ramon Grossfogel, et à propos du génocide, parce qu'à l'époque, et je le dis parce que c'est un débat qui est intéressant malgré tout, c'était un débat que nous avions organisé, et Ramon Grossfogel disait « Il y a un génocide en Palestine » et Enzo Traverso disait « Non, il n'y a pas de génocide. » En fait, c'est parce que l'acception américaine et l'acception française ne sont pas les mêmes, tout simplement. Et en France, pour qu'il y ait, au niveau de génocide, l'acception française et américaine divergent. Et l'acception américaine est plus large et intègre plus rapidement la notion de génocide, intentionnalité. En France, il faut avoir les preuves de l'intentionnalité.
Il faut avoir les preuves de l'intentionnalité. Il faut des documents qui, par exemple, si on parle du génocide arménien, c'est là-dessus que se défaussent les gens qui ne veulent pas reconnaître le génocide arménien. Ils disent on n'a pas de documents qui expliquent que le pouvoir c'était encore le pouvoir ottoman, et c'était pas encore turc, que le pouvoir ottoman avait l'intention de génocider les Arméniens. Donc on ne peut pas considérer, en fait, il y a toujours des traces, etc., des actes de police ou des choses comme ça. Mais vous voyez, on est devant ce problème où même la notion de génocide peut poser problème. Alors en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai pas pu participer samedi, malheureusement, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement, pour une fois, et à la différence de ce qui se fait d'habitude, eh bien comment malheureusement, c'est humain, tristement humain, on pourrait dire. Je veux dire, c'est et surtout le fait que des génocides se soient produits ne garantit pas que d'autres ne se reproduisent pas. Alors il y a quand même une singularité dans le génocide des Juifs, c'est que c'est industriel, malgré tout. Mais le truc, c'est que singularité ne veut pas dire hiérarchie. Non, mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, bien évidemment qu'il y a une singularité, je veux dire, ce serait faux de le dire. Il y a des génocides qui sont faits de façon au canon, et à l'épée, en Amérique latine, etc. Donc chacun a une singularité, je veux dire, mais singularité n'est pas hiérarchie. Singularité n'est pas hiérarchie dans l'appréciation, et je pense qu'on doit tous voir ça avec lucidité et faire que ce soit génocide, que ce soit massacre de masse ou que ce soit simple massacre, que cela soit aboli, je veux dire, en tout cas. En tout cas, moi je remercie beaucoup le JFP et Tzedek de cette initiative, parce que c'est à ma connaissance la première. Et en même temps, c'est intéressant parce que cette pitoyable intervention de Nous Vivrons. Elle est ridicule, je dirais. Non seulement elle est ridicule, mais je crois que la chose qui m'a toujours le plus choqué personnellement... Pour ceux qui ne savent pas, Nous Vivrons, c'est un collectif sioniste qui s'oppose régulièrement aux actions, aux événements organisés par les pro-palestiniens, et avec quand même une appétence particulière pour les antisionistes de Tzedek, du JFP, de Kessem. Juif féministe. Voilà. Et donc qui régulièrement, lorsqu'il y a des événements comme celui-ci, organise des happenings. Il l'avait déjà fait pour notre événement. Ils l'ont fait plusieurs fois. Ils l'ont fait plusieurs fois. Alors, en tout cas, pour dire que la chose qui personnellement me choque, c'est de savoir que Netanyahou puisse commémorer la libération d'Auschwitz. Ça, c'est quelque chose d'assez terrible, en ce qui me concerne. Il n'a pas été, je crois. Non, mais il l'avait déjà fait. Il avait déjà fait. Juste pour réagir au questionnement sur la pertinence même du terme génocide, évidemment, pour les gens qui sont tués individuellement et leurs familles, etc., ça change pas grand-chose. Après, il y a un enjeu, y compris pour la Palestine aujourd'hui, qui n'est pas seulement juridique, qui est aussi un enjeu de reconnaissance qu'un groupe est visé en tant que tel. Et par exemple, pour les dirigeants israéliens, il n'y a déjà pas de Palestiniens. Il n'y a que des Arabes. Donc il y a le déni d'une identité collective, d'une histoire collective, etc. Et donc finalement, j'exagère en disant ça, mais on peut dire que le génocide symbolique qui précède le génocide réel, et donc il y a un enjeu. Et en fait, je fais un peu le parallèle, tout le monde ici connaît ce livre, mais La race tue deux fois. Il y a l'élimination physique, mais aussi il y a l'élimination dans la mémoire que le crime était raciste. Et en fait, en niant qu'il y a un génocide, en s'appropriant pas ce terme quand c'est bien le cas, on fait l'impasse sur le fait qu'il y a un groupe qui est visé en tant que tel. Et donc la reconnaissance des Palestiniens comme collectivité, comme peuple, comme nation, comme peu importe comment après on veut le conceptualiser, c'est pas les mots moi qui m'importent, mais voilà, qu'il y a un groupe qui s'auto-pense et désigne et qui a une histoire, une existence, une culture, etc., qui sont les Palestiniens et qui ont des droits collectifs en tant que tels, c'est un enjeu, quoi. Et c'est un enjeu, y compris de le penser dans les formes de racisation que ça suppose pour que ça s'opère de cette manière-là.
Ouais, peut-être moi, pendant que, tout en écoutant vos interventions à tous deux, je n'ose prononcer le terme de tunnel, mais moi je lisais le chat. Non, c'est pas toi qui étais visé, Olivier. Mais Moi, c'était un pont, à peine un pont. mais Il est tellement habitué, Youssef. je lisais le chat. Moi aussi, pareil. Mais Je lisais le chat j'ai et dit en Ah une non, fois. mais Youssef, il lâche rien. Mais non, j'ai dit en une fois. Non, je lisais le chat et il y a deux questions qui ont été posées que je trouvais intéressantes. Donc, la première portait sur la question du génocide ou du massacre des natifs américains dans le cadre de la colonisation des Amériques. Et là-dessus, vraiment, l'intervention de Lissel Quiros, qui participait à notre table ronde sur les génocides, était vraiment incroyable là-dessus, notamment. Donc, vraiment, je recommande à tous et toutes d'aller la voir. Et la deuxième portait sur l'une des spécificités, dans le chat, il y avait une question sur est-ce que l'une des spécificités de la Shoah, c'est pas d'avoir voulu faire disparaître les morts au même moment et faire disparaître le crime en même temps qu'on le commettait. Et en réalité, ça c'est assez commun. oui, au contraire, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est le fait de nier le crime qu'on est en train de commettre et donc de faire disparaître les preuves, c'est pour le coup un vrai point commun de la plupart des génocides et qui permettent la réalisation. Et on peut voir, on avait aussi une intervention, moi je vends notre programme comme d'autres vendent leur revue, mais en tout cas, c'était vraiment, allez voir, on avait une intervention sur le négationnisme, vraiment c'était... Non, mais c'est bien, Ellie, c'est très bien, franchement. On va sans doute éditer les actes de ce colloque en format papier. Il y aura voilà, on va travailler sur l'édition sous forme d'un livre, ouais, et y compris, ça nous permettra de donner la place aux interventions qui ont dû être raccourcies pour un format oral ou soit en fonction des horaires, etc., d'être présentées de manière intégrale et donc enrichie. Et là, on avait vraiment une réflexion décoloniale avec ce point de vue spécifique sur la notion même de génocide et sur comment elle a été restreinte, etc. Ce que tu disais, du coup voilà, ça pourra être restitué en intégralité dès que l'édition papier sera prête, et on reviendra en faire la promo ici. On a un homme sandwich qui pourra nous le porter là. Voilà. Je reviendrai sur deux trucs qui sont passés. Je t'envoie un devis. Yes. Quelque chose que tu as dit toi et quelque chose qui est passé sur le chat. L'industrialisation. Non, c'est pas le seul génocide où il y a eu industrialisation. Il y a David Martin qui est intervenu sur les Tutsis et il a expliqué qu'il y a eu une industrialisation, que contrairement à ce qu'on nous fait croire que ça a été un génocide à la machette. Voilà, il y a eu donc l'industrialisation et puis ce que commettent les Israéliens, c'est aussi industriel. Je veux dire, c'est le progrès technique. Je ne trouve pas, mais bon. Hein, bon. Je pense pas, mais bon, peu importe. Ça, de toute façon, ça n'établit pas de jugement de valeur sur les... Non. je dis ça n'établit pas de jugement de valeur. Pas fini mon deuxième point. Pardon, Il y avait une question sur les traces. Sur les traces. Sur les traces. On laisse parler Béatrice. Sur les traces. Et effectivement, on essaye d'éliminer toute trace quand on fait un génocide. Mais ça n'arrive jamais. Dans l'intervention de Sophie Mendelssohn, qui était remarquable, elle a dit que donc les corps brûlés étaient, les cendres des corps brûlés étaient réparties sur les champs, parce que c'est un fertilisant. Dans zone d'intérêt, et dans zone d'intérêt aussi, ça y est, et que des os, des petits bouts d'os, même 80 ans après, ressortent. Et que donc, même quand on veut essayer d'éliminer toute trace, de toute façon, il reste les traces psychiques et il reste les traces physiques, et qu'un génocide ne peut jamais être complètement éliminé. On est bien d'accord que la commémoration, elle est le 27 janvier. Et en fait, c'est vraiment premier degré. Ma question, c'est on commémore, c'est la découverte, la fermeture. L'arrivée de l'armée rouge. En fait, ils disent libération, mais je crois qu'il y a des... La libération, voilà. Parce qu'on dit, en gros, c'est les Alliés qui ont libéré... En gros, Non, c'est les Russes. C'est les Russes, c'est l'armée rouge. C'est l'armée rouge. C'est soviétique à l'époque, pardon. C'est un peu une habitude de langage. Il y a des gens qui nous taclent là-dessus. Pourquoi pas? Il y a qui disent...
Bah, on nous dit qu'est-ce qui a été libéré. Il n'y avait pas d'intention de libération. Il n'y avait pas une arrivée avec l'idée il y a des prisonniers qu'on va libérer, récupérer. Et donc on parle de découverte. Mais là, moi ça m'embête aussi. Je suis pas du tout spécialiste de ces affaires-là, mais ça m'embête aussi de parler de découverte parce que ça fait comme si on savait pas. Et donc voilà, quand j'ai reformulé, moi j'ai dit l'arrivée des troupes soviétiques à Auschwitz, parce que voilà, ça c'est un truc neutre et descriptif. Mais voilà, et de fait, c'était pas... Voilà, ça, le camp, moi je trouve pas ça scandaleux de parler de libération, déjà parce que c'est une habitude historique et qui est prise, et parce qu'effectivement il a été ouvert, il a été libéré de sa clôture, etc. Enfin, il y a quand même ce processus-là, même si c'était pas l'intention, ils sont arrivés là, ils ont ouvert les portes, et ils ont ouvert la possibilité d'entrer et de connaître ce qui s'y passait, etc. avec davantage de détails. Moi, voilà, je voulais faire aussi une remarque, c'est que à titre personnel, je n'étais pas présent samedi et dimanche, mais voilà, j'ai un petit peu suivi, j'ai un peu regardé tout ce qui se passait, et je trouvais que j'enlève mon chapeau du coup, mais je trouvais que il y avait une dimension un peu libératrice, c'est-à-dire que la commémoration, je pense que toute personne, je veux dire, tu vois, qui a un humanisme, j'allais dire minimal, ne peut que s'associer, tu vois, à l'effort de mémoire, à cette commémoration, quoi. Mais il y a des gens, par moment, avec qui tu as beaucoup de mal à commémorer, et notamment là, on l'a vu, où on envisageait presque d'avoir Netanyahou quand même à Auschwitz. Là, franchement, je pense qu'on aurait été tous très mal à l'aise. Donc du coup, je trouve que votre action, et je pense qu'il y a eu d'autres actions dans le monde de cet ordre, elle permet à beaucoup de gens, voilà, de pouvoir vraiment s'associer, réfléchir à cette, tu vois, à cette date, etc., en fraternité. Et je voyais quelqu'un qui réagissait au début, qui disait « Ah, ça fait plaisir de voir des personnes des deux communautés, alors, supposément musulmanes et juives. » Et j'ai envie de dire à cette personne, en fait, nous, c'est ce qu'on fait depuis très longtemps. On a tous commémoré la Shoah, parce qu'en fait, on n'a pas cette grille de, j'allais dire, de constitution de plateau, c'est-à-dire que on constitue les plateaux avec les gens avec qui on discute, avec qui on milite, avec qui on travaille. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est donc il y a eu beaucoup d'émissions, de plateaux, et j'ai fait la connaissance d'une personne que vous certainement peut-être vous connaissez, qui s'appelle Esther Seno, je crois. C'est une rescapée. Et elle a été interviewée sur M6. Et franchement, je vous invite à essayer de retrouver, parce qu'il y a eu aussi un article, je crois, sur Libé, sur elle a 96 ans. Lorsqu'il y a eu la libération ou la découverte, bon, peu importe comment on appelle ça, du camp d'Auschwitz, elle avait, je crois, 14 ou 15 ans. Elle a vécu 2 ans dans le camp, elle a vu mourir sa sœur, etc. C'est hyper poignant, et elle est vraiment très, j'allais dire, très alerte, quoi. Et c'est vraiment, et elle a mis 40 ans, en fait, à commencer à parler. C'est-à-dire que la libération en 45, elle a commencé à parler seulement en 85. Parce que l'accueil qu'elle avait reçu en rentrant en France était tellement violent, elle avait le crâne rasé, donc il y avait à un moment donné un flou sur qui elle était, etc. Et elle raconte ça, franchement, essayez de retrouver, c'est Thomas Soto qui l'interviewe, mais bon, peu importe, lui on s'en fout. C'est vraiment elle. Essayez d'aller la découvrir, si on peut même retrouver, c'était sur M6, si on peut retrouver, mettre le lien, voilà, allez écouter Esther, et j'embrasse Esther si elle nous voit. Ouais, peut-être pour réagir sur ce que tu disais par rapport au fait avec qui on a envie de commémorer. Toi, tu évoquais Netanyahou, tu vois, évidemment qu'on n'a pas envie de commémorer avec Netanyahou. Mais moi, aujourd'hui, j'ai vu passer un tweet de Rotaillot avec une photo d'Auschwitz, avec une citation de Primo Levi. Et moi aussi, en tant que juif, bon, moi je suis d'une génération plus jeune, c'est plus la génération de mes grands-parents qui ont été frappés par l'événement, mais moi c'est hors de question que j'ai pas envie de commémorer avec Rotaillot, qui est un mec d'extrême droite, qui mène une politique raciste et qui a aucun problème à aller traîner avec les héritiers du nazisme, et qui en est d'une certaine manière. Et c'était aussi pour nous important, en tant que juifs, de nous affirmer en tant que juifs dans l'événement qu'on faisait, de rendre hommage aux nôtres,
autres. Et je le dis d'autant mieux que c'est pas moi qui ai pris la parole pour faire ça, mais ma camarade Frédéric de Tzedek qui a introduit cet événement, et Olivier qui a conclu en rappelant un peu leurs histoires personnelles par rapport à la Shoah, mais c'est aussi en tant que juif qu'on avait envie de faire ça. Et quand on voit Nous Vivrons qui viennent nous emmerder et retarder notre colloque en disant touche pas à la mémoire, c'est notre mémoire, et nous on voulait affirmer que c'était notre mémoire et qu'on était tout aussi légitime, voire plus légitime qu'eux à en parler et à commémorer nos morts et tous les morts de la suprématie blanche. Merci pour ça, vraiment. Je pense que c'est pas uniquement la mémoire de tous. Je veux dire, c'est l'idée c'est que chacun aurait sa mémoire. De la même façon que pour nous, le génocide en Palestine ne concerne pas que les Palestiniens et les Arabes. Je veux dire, de la même façon. Mais je vais juste te dire une chose. Ce qui est aussi complètement révoltant, c'est le temps qui a été mis ici pour reconnaître ce génocide des Juifs. Beaucoup de jeunes générations s'imaginent, mais il faut bien comprendre qu'en 1945, les gens, contrairement... Ils n'y croyaient pas. Il y avait beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Mais ils s'en fichaient complètement. J'ai étudié cela, c'est là-dessus que j'ai bossé à la fac, justement, précisément, mais mes mémoires, mais non, c'est pas, mais en plus précisément, mais... Oui, mais bien sûr, non, mais, oui, mais je pourrais être prof d'histoire sans m'être intéressé à la question, parce que j'ai travaillé sur la création d'Israël et la France. Donc, du coup, je me suis intéressé à cette mémoire des génocides en 1945. Et en 1945, à travers la presse française, contrairement à ce que les gens pensent, on ne parle pas du tout du génocide. Mais c'est absolument hallucinant comment on a pu réinventer une mémoire, comment aujourd'hui, de façon rétrospective, dans les manuels scolaires, vous verrez, en 1945, le monde est indigné par la découverte des camps. Je dis c'est faux. Je dis c'est faux. Et c'est pas, je le dis pas comme ça, mais j'ai dit c'est pas vrai du tout. Il y a quelques intellectuels qui en parlent. Même Albert Camus est beaucoup plus indigné par l'histoire d'Hiroshima. Il y a ce fameux texte sur Hiroshima, mais très très peu est dans la presse française. Et mieux que ça, c'est que faut savoir que les rescapés, notamment le camp d'Auschwitz, c'est là-dessus que je voulais revenir, c'est bien les soviétiques, et ils n'ont pas libéré que ce camp d'ailleurs. Mais c'est logique parce que la plupart des camps d'extermination étaient en Pologne. La plupart des camps d'extermination étaient en Pologne. Et de ce fait. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens... Il y a environ... Tu parles avec le chat là. C'est qui Il s'appelle Salut là. Oui, il s'en occupe. Oui, ça arrive. Ça en occupe, ça arrive. On n'a aucun problème avec vous. Voilà. Ouais. Et donc les 7000 survivants, il faut savoir que les 7000 survivants d'Auschwitz ont été remis dans des camps. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les rescapés des camps d'extermination ont été remis dans des camps, notamment en Pologne. Il y a un excellent film de Wajda que je vous conseille qui s'appelle Paysage après la bataille, qui raconte ça justement, parce que on s'inquiétait énormément de remettre en liberté des personnes qui disait-on, avaient vécu sans foi ni loi, dans des conditions effroyables, et on craignait vraiment que pour les sociétés ce soit déstabilisant. Il faut savoir que les rescapés ont été remis dans d'autres camps, et on les appelait les DP, Displaced Persons, et on va les laisser partir au compte-gouttes. Il faut comprendre le lien qu'il y a entre la création d'Israël et le fait de se débarrasser, excusez-moi de l'expression, parce que c'est exactement ce qui s'est passé, de ces personnes déplacées dont personne ne voulait en Europe. Il faut vraiment avoir ça en tête. Hein. Oui, je pense que tu veux intervenir. Notre colloque, c'était aussi pour reconstituer une mémoire juive et une mémoire culturelle, recréer une hégémonie culturelle, puisque c'est un terme à la mode maintenant, diasporique, antisioniste, pour contrer le discours sioniste qui s'approprie une culture, et qu'il n'y aurait qu'eux qui auraient le droit à s'approprier cette culture juive, alors qu'ils la déconstruisent et qu'ils l'annihilent en fait. Hein. Et je pense qu'on a besoin de donner une place à tous nos morts, et les Palestiniens morts, là, font partie de nos morts. C'est en ayant conscience de ça qu'on peut surmonter la question en cours. Oui. J'ai trois petites remarques par rapport à ce que vous avez dit, à ce qui s'est passé dans le chat. Dans le chat, il y a quelqu'un qui disait, et ça a été discuté dans le colloque, donc je pense que c'est bien d'y rebondir, dans le colloque, dans la partie sur le négationnisme, René Monza expliquait exactement la structure de ce genre de raisonnement. Puisqu'Israël instrumentalise cette histoire et le revendique comme légitimation,
alors il faudrait nier l'existence même du génocide. Et c'est un raisonnement qui est non seulement illogique, mais qui est politiquement hyper dangereux, en fait. Voilà, là, c'est pour ça qu'on a mis les 3 termes, c'est-à-dire histoire, mémoire et actualité. C'est-à-dire que l'histoire, elle a sa part d'autonomie scientifique, même si on sait bien sûr qu'elle est toujours instrumentalisée, jouée, manipulée, utilisée. Mais quand je dis manipulée, c'est négatif, mais je veux dire, elle est utilisée par ce que je disais tout à l'heure. Enfin, voilà. Mais il y a quand même cette dimension-là qui fait qu'on ne va pas tomber dans la négation des faits. Et aucun fait ne justifie un autre massacre, une autre barbarie, un autre génocide, quoi qu'il soit arrivé. Donc, je veux dire, il y a aucune raison, et c'est une structure historiquement récurrente dans le négationnisme. Je veux dire, il y a des négationnistes qui sont partis, hein, c'est ce qu'expliquait Monza, de la solidarité avec la Palestine et qui se sont dit, pour aller au bout de cette solidarité, il faut casser tous les arguments de légitimation d'Israël, y compris ça. Ça, c'est une bêtise. On en a encore, on en connaît, je vais pas donner des noms là, mais ça... C'est une faute morale, mais c'est aussi... voilà. Et du coup, ça amène à pouvoir faire tout et n'importe quoi au nom de nos objectifs... Voilà, c'est ça. Shoah continue. Voilà. Pour justifier ce qu'ils font. Deuxièmement, ce que tu disais, on l'a signalé aussi, c'est-à-dire que le fait que dans les motivations des alliés de Gaulle, de la plupart de la résistance y compris, etc., la question juive était absolument... absente ou minoritaire ou extrêmement marginale. Je veux dire, vous relirez tous les ans l'appel du 18 juin, etc. Donc, il y a une reconstitution historique après coup qui fait partie de cette mémoire, etc. C'est un événement central, important, incontournable de cette période-là. Oui, mais c'est pas pour ça que ça a été un événement central dans la motivation des acteurs de l'époque. Et là, il y a une reconstruction qui est un peu douteuse. Et pourquoi ? Parce que l'antisémitisme, il était largement partagé, bien au-delà des nazis, et que c'est des ressorts nationalistes, impérialistes, de conflits, etc., qui avant tout ont motivé les oppositions de part et d'autre. Et du coup, c'est pour ça qu'on a insisté aussi. Je veux dire que restituer cette histoire, le fait que, parce que y compris dans la gauche, dans la gauche marxiste, etc., il y a eu beaucoup une lecture économiciste du fascisme et du nazisme et européen, etc. Et la part propre du racisme, de l'antisémitisme en particulier, mais de l'antiziganisme, etc., et de ces articulations coloniales que je ne vais pas reprendre là, mais cette part propre-là, elle n'a pas été prise en compte, y compris par des juifs marxistes qui pensaient qu'ils étaient davantage visés comme communistes et comme oppositionnels plus que comme juifs. Et en fait, le travail qu'on fait aujourd'hui sur la question antiraciste, pour moi, il est essentiel parce qu'on a la même chose aujourd'hui dans l'analyse de la fascisation globale qui monte en France, mais pas que en France, un peu partout, pas n'importe où. Vous avez parlé de Trump après. La dimension propre du racisme, elle est niée par plein de nos camarades avec qui on milite dans les syndicats, dans le mouvement social, dans les mouvements de gauche ou d'extrême gauche, qui en ont une lecture purement sociale. Il faut démonter l'imposture sociale du RN, démonter l'imposture sociale de l'extrême droite, etc. Et tout le travail, on a du mal en fait dans ces espaces larges à faire entendre cette spécificité-là. Et le dernier point, comme ça j'aurais fait un tunnel, au moins j'aurais déçu personne. Le dernier point, les tunnels sont pas bien, moi. C'est que il y a un truc que tu as évoqué qui existe quand même. Je veux dire, on l'a vu encore quand on a diffusé l'annonce du colloque. On a des gens qui disent mais vous allez parler d'Auschwitz alors qu'il y a un génocide à Gaza. Qu'est-ce que vous nous gonflez, allez commémorer ça, occupez-vous d'aujourd'hui, nanana. Il y a forcément une difficulté, et on le sait en fait. Moi, ceux qui me connaissent un peu savent que je travaille beaucoup sur l'antisémitisme, et on a des tas de gens qui vont dire, tu dis ça, t'es antisémite. C'est pas intéressant comme approche du problème. C'est un fait qu'on a sans arrêt, c'est-à-dire que l'instrumentalisation massive de l'antisémitisme
pour taper sur les musulmans et pour légitimer la politique israélienne, etc., elle coupe l'accès à la question de l'antisémitisme réellement. Et donc, je veux dire, nous, c'est pour ça, on a travaillé, on a fait un programme, on a fait une présentation, etc., qui permettait de répondre. Mais au lieu de dire camarade, t'es antisémite, on disait camarade, regarde le programme. Si tu dis ça, c'est sans doute t'as pas vu le programme, tu connais pas les organisations qui sont à l'initiative. Dire, je comprends ta réaction, je la partage pas, je la regrette et si vous voulez dire je condamne, mais c'est pas intéressant ça. Je veux dire, la question c'est de comprendre ce qu'il y en a là, et il y a de profondes raisons. C'est-à-dire que voilà, la plupart des commémorations officielles, la plupart des institutions qui sont supposées représenter les juifs et juifs de France et un peu partout dans le monde vont instrumentaliser cet événement pour en faire un événement sioniste. Et donc c'est normal. Enfin, je veux dire, comment penser que eux vont le faire et que les gens vont pas être réceptifs, vont pas recevoir ça. Et donc c'est tout l'enjeu qui fait que ce qu'on répète, hein, c'est un peu, mais que le combat contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme et de la lutte contre l'antisémitisme, c'est un moment indispensable du combat contre l'antisémitisme. Ça n'est ni la totalité, ni etc., mais on ne peut pas faire l'impasse. Et donc, nous, cet événement, il nous permettait de dépasser ça, et je crois que pour les gens qui écouteraient, etc., eh ben, ça réouvre aussi un aspect. Et il y a eu une super intervention aussi d'un camarade de l'UJFP sur l'éducation antiraciste à partir de la Shoah, qui expliquait... Dominique Natanson, qui expliquait justement que y compris si un élève dans ta classe te dit des choses qui sont horribles, il faut qu'il puisse le dire. Il faut qu'il puisse le dire. Ouais, mais Israël fait la même chose aujourd'hui aux Palestiniens. Tanana, dalala. Est-ce que voilà, la logique de l'institution, c'est d'aller lancer un signalement. Talala. Et lui, il dit, mais au contraire. Enfin, il faut que ça puisse se dire quelque part et que ça puisse se discuter, se penser. Enfin, vraiment, je reviens sur cette idée-là, quoi. Nous, ce qu'on a besoin c'est d'introduire de la pensée là où les autres veulent nous interdire de penser. Bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet ? Franchement, c'était très complet. Hein. Ellie ? Ouais, moi, un petit mot quand même, je vais pas faire long, mais puisqu'on parlait des commémorations là récemment, le fait qu'il n'y ait pas eu de représentants des Roms aux commémorations officielles, c'est quand même très révélateur de l'effacement historique du génocide qu'ont vécu les Roms et des niveaux de racisme et d'antiziganisme qui demeurent aujourd'hui en France. Là où les Juifs, d'une certaine manière, en raison du philosémitisme, en raison de cette instrumentalisation, on se tape Macron et Rotaillot qui viennent faire des tweets. Les Roms, ils continuent, même s'ils ont subi un génocide, eux, à être passés sous silence et passés dans l'oubli. Donc voilà. Et donc on remercie beaucoup Dafina Savitz qui était là à l'occasion d'un autre événement super important qui avait lieu en parallèle la veille à l'Assemblée nationale à l'initiative de Daniel Obono et d'Ercilia Soulet, avec bien sûr Richie Thibault Alors Richie Thibault, lui, il est resté à la sortie. Ouais, il est toujours interdit. Non, mais j'en profite pour faire le hashtag libérer Richie, car il est toujours interdit. Il est toujours, non mais il faut le dire, il est toujours interdit d'accéder aux locaux par la présidente Yael Braun-Pivet. Donc libérer Richie Thibault. Libérer Richie et aussi voilà. Donc j'ai même pas dit tout ce que c'était, mais l'événement. Mais il y avait un gros colloque sur l'antiziganisme à l'Assemblée nationale et c'était vraiment avec des personnalités d'un peu partout. Et franchement, on a maintenant, y compris en français et en France, des travaux d'une qualité extrêmement importante sur ces questions-là. Il y a un champ qui s'ouvre avec des connaissances qui s'approfondissent énormément. Et donc, du coup, ça nous a permis que Dafina Savitz soit déjà à Paris pour participer à notre colloque. Et il faut dire qu'elle a fait une synthèse dans le temps qu'elle avait, qui était remarquable. Je veux dire, on a eu des intervenants qui, sur des sujets qui pourraient demander pour être traités des heures, ont fait des synthèses d'une clarté et d'une simplicité absolument remarquable. Donc, merci beaucoup à elle. Et donc en fait, on a voulu articuler ce génocide des Juifs avec le génocide actuel. Et c'était toutes les interventions étaient dans cette optique-là, d'une certaine manière, articuler les différents génocides et penser le génocide actuel et le démenti des sionistes. Qu'est-ce qui se passe ? Libérer Richie, enfermer Yael. Nous, on ne demande pas d'enfermer Yael. Non, on ne demande pas. Et donc de s'incorporer tous les morts pour essayer de créer une nouvelle hégémonie culturelle qui prendrait en compte l'articulation antisioniste que nous proposons.
Merci beaucoup. Et antiraciste. Et antiraciste. Bah oui, c'est la grosse différence. L'antisionisme, ça, oui. Ah, les deux sont liés. Les deux sont liés. Y a Mais pas tu de as débat. raison de le répéter. Antisioniste Antiraciste. parce que Parce antiraciste. qu'antiraciste. Antiraciste, donc anticolonial, donc Voilà. antisioniste. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci de l'invitation.